Bonjour à tous et à toutes. Comme Linaël vous a dit, aujourd'hui, on va parler de revues rapides. On va passer, lors de cette petite heure et demie qu'on va passer ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi on doit réaliser une revue rapide. C'est quoi les différences, les avantages par rapport à un systématique review selon les cas dans lesquels on doit les utiliser. On va regarder aussi les recommandations que nous fait la Cochrane pour réaliser les revues rapides. Et on va parler un tout petit peu à la fin de qu'est-ce que Cochrane recommande par rapport à l'IA pour la réalisation des revues rapides. Et si vous avez des questions, vous les posez sur le chat et après Lina, on va faire des pauses. Si vous avez vraiment des questions, quelque chose que vous devez m'arrêter, ben, n'hésitez pas. Mais sinon, vous les posez sur le chat et après, je fais des petites coupures comme ça. Vous posez des questions si vous avez besoin. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi il se déconnecte toute seule si je ne suis pas touchée. Ben, enfin, on va parler un tout petit peu, on va s'ubiquer pourquoi on a besoin d'une revue rapide. On va parler un tout petit peu du contexte. Et ce contexte, il touche surtout les organisations de santé publique qui ont besoin de plus en plus d'approches fondées sur les données probantes. Ils nécessitent disposer des informations actualisées et adaptées selon les contextes locaux à la fin, pour pouvoir soutenir la prise de décisions rapides. Et c'est pour ça que pour tout ça, les décideurs politiques ont vraiment besoin de données probantes pour pouvoir planifier, élaborer et mettre en œuvre les politiques de santé dans des délais compatibles avec les exigences de la prise de décision. C'est dans ce contexte qu'on a commencé à réaliser à chaque fois que je change de diapo, je fais attention. On va parler, cette définition, c'est un petit peu longue, mais c'est la définition Cochrane, c'est la définition que Cochrane il a fait d'une revue rapide. C'est un type de synthèse de données probantes qui ressemble et résume les informations issues de différentes études de recherche afin de produire des données probantes à destination du grand public, des professionnels de santé, des chercheurs, des décideurs et des financeurs de manière systématique et efficiente. Elle consiste à accélérer la planification, la réalisation et ou la diffusion de leurs résultats. Et la revue, quand même, elle doit être structurée, excusez-moi, ça veut dire systématique, comme une revue systématique classique, il doit respecter vraiment une façon de l'élaborer. Mais cette revue se fait en simplifiant ou en omettant quelques méthodes, quelques pas par rapport à la revue systématique. La utilización de review, de review rápido. La revue rapide, il peut être utilisé pour définir les priorités en santé, pour élaborer les politiques publiques, pour guider la mise en œuvre des interventions. Aussi, les décideurs, ils ont besoin de données probantes, comme je vous ai déjà dit, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de regarder, pouvoir regarder rapidement l'efficacité des interventions et des politiques, selon les contextes dans lesquels elles sont efficaces, les modalités de la mise en œuvre et leur coût, les coûts efficacité, que ça c'est très important aussi par rapport aux revues systématiques. En 2019, la VMJ elle a publié un papier de Langlois qui nous parle vraiment de ça. C'est un papier qui nous parle de l'utilisation des revues rapides pour la décision et des politiques de santé. Et c'est pour ça, ben, dans ce papier, on voit l'évidence, on voit vraiment la nécessité d'avoir ce type de réponse pour ce type de nécessité, pour chaque type de nécessité des décideurs politiques. C'est surtout sur ça qu'il nous parle ce papier. Euh, les revues systématiques, comme nous, enfin, aujourd'hui, on sait que c'est le gold standard de qualité pour avoir la preuve, les preuves de meilleure qualité, mais quand même, ils ont certaines limitations
surtout par rapport, comme on a parlé jusqu'au moment, la rapidité qu'on a besoin pour répondre, pour prendre des décisions. Et les revues systématiques sont largement utilisées pour éclairer les décisions et formuler les recommandations en santé, mais la production est souvent très longue et elle mobilise énormément de ressources très importantes, c'est qui les rend inadaptés aux contraintes temporelles des décideurs. Enfin, ils ne sont pas si rapides pour prendre des décisions sur lesquelles on a besoin. Et c'est pour ça qu'on a réalisé des adaptations méthodologiques à partir de revues systématiques pour arriver à la guide méthodologique des revues des Rapid Review. C'est pour ça certaines étapes des revues systématiques ont été adaptées ou simplifiées. On a limité le nombre de bases de données consultées. On a réduit le nombre des évaluateurs, les personnes impliquées dans la réalisation de la revue. On a restreint la langue, notamment d'habitude on prend pour réaliser une revue systématique, une revue rapide, que l'anglais. Dans la revue systématique, par contre, on essaye d'inclure tous les papiers disponibles, toute la littérature disponible. La littérature grise, elle est incluse ou pas selon les contraintes du temps. On utilise de façon plus fréquente la synthèse narrative, même si on utilise aussi beaucoup la méta-analyse. Mais si on a vraiment besoin de faire quelque chose de plus rapide, on commence pour la synthèse narrative des résultats. Mais même si on réduit tout ce type d'étapes, on fait ce type d'adaptation méthodologique, c'est très important de savoir qu'on doit continuer à maintenir la qualité, la robustesse, la transparence de ces résultats. Ça, c'est très, très, très important. C'est pas parce qu'on essaye d'adapter les étapes méthodologiques que ça, on peut le perdre. C'est très important de le maintenir. On va parler de las étapes de la revue systématique. On commence bien sûr, comme pour toute revue, pour l'élaboration d'un protocole. Dans ce protocole, il doit être la question de recherche, elle doit être bien décrite. On doit élaborer la question de recherche. On doit déterminer les critères d'éligibilité, les critères d'inclusion et exclusion. On doit planifier la stratégie de recherche, comment on va faire la recherche, et on doit enregistrer le protocole. Même si avant on disait que ce n'est pas obligatoire vraiment de faire un registre del protocole, mais c'est très, très, très conseillé et là maintenant c'est presque obligatoire. Enfin, comme tout, on sait qu'à chaque fois qu'on fait une revue systématique, ou même on essaie de contrôler randomisé, on doit commencer par faire le protocole pour la transparence des résultats, pour la transparence du procès. Après, on fait une recherche documentaire. Excuse-moi, là, je viens de voir une petite coquille sur mon diapo. Pour cette recherche documentaire, comme je vous ai déjà dit, on limite le nombre de bases de données et les périodes de recherche et on regarde si on a besoin, surtout le temps, d'inclure la littérature grise. Après, on fait la sélection d'études. Cette sélection d'études, c'est très important de savoir que normalement, dans les revues systématiques, ce sont deux étapes différentes parce qu'on fait la sélection d'études d'avoir un titre et abstract et après, on fait la sélection pour les textes intégral. Ici, dans les revues rapides, on fait tout en même temps. Ces deux étapes, ça devient une seule étape. On fait la sélection d'études en regardant les titres, les résumés et les textes intégrales. Et là, on prend la décision si on l'inclut ou pas. Après, pour l'extraction des données, on doit faire quand même une phase pilote pour tester les formulaires. Mais on limite l'extraction à un seul évaluateur. Ou si on a besoin, on fait réviser pour un deuxième évaluateur. Mais normalement, on limite et on se fait juste contrôler, on ne fait pas un double. Et après, on fait l'évaluation critique des résultats. On priorise l'évaluation des principales sources déviées. On regarde c'est où que ça peut nous poser vraiment problème. On doit simplifier les procès aussi, limitant aussi, comme je vous ai dit, à un seul évaluateur et un seul vérificateur.
il y a vraiment la possibilité que cette étape soit omise. Des fois, on ne fait pas vraiment l'évaluation, on regarde pas, on fait pas l'évaluation critique des papiers. Après, on fait le résumé des études. On doit limiter le nombre de tableaux et de textes utilisés pour décrire les caractéristiques des études et des patients qu'on inclut dans la revue rapide. On doit vraiment les limiter, on doit vraiment, quand on fait une recherche, nous, soit une recherche primaire ou soit une revue systématique, on a l'habitude d'extraire beaucoup de résultats et de présenter beaucoup de données et de présenter beaucoup de résultats. Ici, on doit vraiment essayer de limiter, vraiment savoir qu'est-ce que les personnes, soit les patients, soit les décideurs politiques, soit les personnes qui nous ont demandé de faire ces revues, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et c'est à ça qu'on doit vraiment se limiter. Et après, on fait la synthèse des résultats. On doit se limiter aussi à faire une synthèse descriptive, comme je vous ai déjà dit, c'est pour les études. Et après, on priorise le type d'analyse qu'on a besoin. Et c'est là qu'on décide et on regarde si c'est possible ou pas de faire la méta-analyse. Et on regarde aussi si on a vraiment besoin de la faire ou pas. On ne fait pas une méta-analyse juste pour la faire. On se dit si c'est selon les besoins, selon équation, la question de recherche, selon les temps qu'on a, on vérifie si vraiment on l'a fait ou on ne l'a fait pas. Après, on fait la présentation des résultats. C'est très important de fournir un rapport plus synthétique qu'une revue systématique. Aussi, c'est très important et c'est très recommandé de faire un résumé d'une seule page. Et après, ben, on fait la plus complet, mais aussi on doit faire un résumé d'une page. Comme ça, les personnes ils peuvent donner un aperçu des résultats de la revue rapide qu'on a réalisée. Après, on doit discuter vraiment, on doit être très prudent avec la discussion et les implications politiques pour la pratique clinique de ces résultats. Parce que de toute façon, on a omis, c'est pas systématique. On doit vraiment prendre, excusez-moi, vraiment prendre des prudences pour la discussion des résultats. Je ne sais pas si jusqu'ici vous avez des questions. Mais sinon, ben, on va regarder ensemble un tableau comparatif entre une revue rapide et une revue systématique. Il y a beaucoup plus de différences, mais là, on va voir les choses les plus importantes, les plus marquantes, les différences les plus grandes entre une revue rapide et une revue systématique. Les temps de réalisation, bien sûr, c'est le point le plus, la différence la plus grande. Une revue rapide, s'élabore dans une période courte, quelques semaines, et une revue systématique, comme vous pouvez le savoir, c'est long, ça prend énormément de temps, Des fois, ça peut prendre même des années. La stratégie de recherche et la question de recherche dans une revue rapide, c'est très limité, très ciblé. On se cible vraiment sur un sujet, quelque chose de très ciblé, de très spécifique. Par la revue systématique, on pose des questions de recherche et des stratégies de recherche plus exhaustives et ben, systématiques. Et le nombre d'évaluateurs aussi, c'est très important, c'est une différence très importante. Dans une revue rapide, normalement, il y a un seul évaluateur principal et après, on a des vérifications à côté. Et dans une revue systématique, on a tout le temps au moins 12 évaluateurs indépendants parce qu'on doit tout faire en double dans la revue systématique. Pour l'extraction des données aussi, dans la revue rapide, elle est simplifiée et dans la revue systématique, elle est standardisée ou en double, bof, et en double. L'évaluation des risques de biais est simplifiée au partiel, comme je vous ai dit avant. Des fois, on met cette partie, on ne la fait pas si on n'a pas le temps ou si considère que ce n'est pas essentiel de la faire. Par contre, dans la revue systématique, elle est complète et systématique. On doit la faire toute évaluer tout le risque de biais. Selon, pour ça, pour tous les points qu'on a vus jusqu'au moment, et c'est normal, le niveau de biais dans une revue rapide il est très élevé, plus élevé que dans une revue systématique. Dans une revue systématique, il peut être élevé, mais dans une revue systématique, il est très, très, très élevé.
Et la exhaustivité des données, dans une revue rapide, elle est modérée. On regarde pas beaucoup de sources. Dans une revue systématique, elle est élevée. On regarde partout, on peut regarder pour trouver des papiers pertinents. La synthèse quantitative, ça veut dire la méta-analyse, dans les revues rapides, elle est rare, même si beaucoup de revues rapides, ils font la méta-analyse parce que bah, on peut donner aux demandeurs, aux décideurs politiques un rapport préliminaire et après on fait la méta-analyse. Mais beaucoup de revues rapides aujourd'hui, ils font quand même la méta-analyse. Et la revue systématique, on la fait tout le temps si c'est possible de la faire. Et la finalité, les propos, l'objectif de la revue rapide, c'est d'apprendre une décision rapide, comme son nom le dit. Et dans la revue systématique, c'est la production des données fiables. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. On va regarder ici, je vais vous montrer ici, on va parler rapidement. Ça, c'est la recommandation que fait l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont fait un guide, qui est c'est un guide pour la réalisation de revues rapides. C'est revues rapides pour renforcer les politiques de santé et les systèmes de santé. C'est un guide pratique, c'est un guide très, très long. Vous pouvez la regarder. Ouais, je pense que pour celle-ci, j'ai pas mis la. De toute façon, à la fin, il a toutes les références. En gros, le plus important qu'on trouve dans ces recommandations méthodologiques de la OMS, ce sont des lignes directrices pour la réalisation de revues rapides en matière de politique de santé. Ça, c'est vraiment, c'est le guide, c'est pour les revues systématiques qui répond aux besoins des politiques de santé, de recherche sur les systèmes de santé. Ils sont élaborés avec la collaboration de la OMS. Et le guide de la OMS recommande aux chercheurs d'adapter les méthodes aux besoins des décideurs. Ça veut dire, la OMS tout le temps, il dit la méthodologie, ça dépend de la question de recherche, des besoins des décideurs. C'est pas comme une revue systématique, c'est vraiment, on doit répondre aux besoins. C'est par rapport à ça qu'on se fixe les méthodes et se fixe comment on va faire chaque étape, quelle étape elle va être plus rapide ou pas selon les besoins. Il existe plusieurs façons de simplifier les reviews rapides afin de répondre aux besoins des décideurs. Et ça dépend de la portée de la revue, les délais, et ça, on peut le faire dans toutes les étapes de la revue. Il existe beaucoup d'autres, plusieurs sources aussi de recommandations méthodologiques. Et en Équateur, bah, enfin, on va voir ça un petit peu après. Bah, enfin, c'est une élaboration, c'est le prisme pour les reviews rapides, hein, mais ça, c'est encore une production. Il y a aussi un guide rapide Cochrane. Celle-ci, c'est un guide rapide Cochrane. C'est vraiment, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est deux feuilles. C'est pour regarder vraiment. Il vous donne juste les bases pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment c'est fait, pourquoi on le fait. Mais c'est vraiment dans deux pages que c'est écrit. Il y a aussi les recommandations que sur ça, on va s'arrêter un petit peu après. C'est les recommandations de la Cochrane pour réaliser les revues rapides. Et ça aussi, c'est une publication qu'a fait les groupes revues rapides de Cochrane. Mais il y a beaucoup d'autres sources. J'ai pris les sources qu'on trouve les plus complètes, les plus pertinentes. Mais il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup de sources pour nous aider et nous guider pour réaliser les revues rapides. Et comme je viens de vous mentionner, il y a une équipe consacrée à la revue rapide au sein du groupe Cochrane, c'est le Cochrane Méthode Rapide Review. Et cette équipe, ce groupe Cochrane s'intéresse uniquement, comme son nom le dit, aux revues rapides, aux méthodes de revue rapide. Et c'est eux qui ont réalisé cette guide
pour réaliser les revues systématiques, où ils font beaucoup de choses, mais bah, enfin, bah, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette guide. Et si vous pouvez, après, si vous avez besoin, si vous voulez plus connaître sur les groupes, vous pouvez aller sur sa page. Il y a beaucoup d'informations sur les revues rapides. Il y a même une série, pour accéder, on a besoin d'un compte Cochrane. Mais si vous avez un compte Cochrane et vous êtes intéressé sur la thématique des revues rapides et d'approfondir un tout petit peu plus, il y a une série de webinaires disponibles dans la page de cette équipe, mais pour ça, pour accéder, vous devez avoir un compte, posséder un compte Cochrane. Et ces recommandations méthodologiques de la Cochrane, ils sont pas, enfin, aujourd'hui, il y a déjà l'update, la mise à jour de cette recommandation. Et cet update, il a été publié dans le VMJ en 2024. Ce sont les recommandations méthodologiques de la Cochrane, sont actualisées sur les méthodes de la réalisation de revues rapides d'efficacité. Ce sont 24 recommandations spécifiques qui facilitent la réalisation de revues rapides. Comment réaliser la mise à jour, les recommandations méthodologiques de Cochrane sont élaborées, comme je vous ai dit, pour les groupes de travail Cochrane sur les revues rapides. Ici, on a les étapes de la réalisation d'une revue rapide. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes étapes que pour réaliser une revue systématique, sauf que, comme je vous ai dit, sont abrégées, sont adaptées pour que tout soit plus rapide. On va se poser la question de recherche, réaliser les critères d'éligibilité, la recherche documentaire, la sélection d'études et l'évaluation des risques de biais. On va faire la présentation des résultats. Là, maintenant, jusqu'au moment, on n'a pas parlé, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas parlé de grade. Mais là, maintenant, dans cette guide de recommandation, il parle vraiment de réaliser le grade, de vérifier le niveau de certitude des preuves, des données prouvantes. Et il y a une question dédiée aux autres considérations pour la réalisation de ce type de revue. Aussi, bah, pour le faire un petit peu plus parlant, je vais faire on va faire un parallèle entre les guides Cochrane, et un vrai exemple d'une revue rapide. Je pense, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, il y a beaucoup plus d'exemples, mais je pense que pour nous, la façon la plus facile à comprendre, ou ce qui nous parle le plus, pour besoin de prendre des décisions urgentes en matière de santé, c'est vraiment la COVID-19. C'est pour ça que j'ai pris une revue rapide qui parle de la COVID-19. Dans cette revue, on s'est posé la question pour réaliser cette revue, on s'est posé la question, cette revue, elle était faite à la demande du ministère de Santé publique du Canada. Et eux, ils se sont posé la question, ils se sont dit, la propagation mondiale de la COVID-19 a entraîné une explosion et un nombre de tests rapides donnant des résultats en moins d'une heure, mais les performances respectives restent encore mal connues. C'est ça que le ministère s'est dit. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé une équipe, ils ont fait appel à une équipe une équipe canadienne pour lui demander de faire une revue systématique qui parle de cette thématique. Ces revues visaient à déterminer si les tests rapides les plus sensibles ou spécifiques pour le diagnostic de la COVID-19. Ils avaient besoin vraiment d'un rapport dans les plus brefs délais, un rapport très rapide, mais bien sûr, comme vous savez tous, on avait vraiment besoin de savoir quels tests on pouvait utiliser, lesquels c'était plus performants, lesquels il allait nous donner des faux positifs, des faux négatifs. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de réaliser une revue rapide, immédiate, très rapide, très rapide.
Et cette équipe a constitué son équipe de travail pour définir la méthodologie de la revue, excusez-moi, de la revue rapide qu'ils allaient réaliser. Ils ont constitué une équipe, ils ont inclus les décideurs, ben, les personnes qui ont fait la demande de réaliser la revue rapide. Ils ont inclus au moins un clinicien ou un expert dans le domaine de COVID-19. Ils sont inclus quand même des patients, parce que là, maintenant, c'est très important d'inclure des patients sur les recommandations Cochrane aussi, pas que pour les revues rapides, mais pour tous les types de revues. Ils sont inclus aussi des experts dans les thèmes, des méthodologistes et des statisticiens. C'est l'équipe qu'ils sont conformés pour commencer à décider, pour décider les étapes et comment ils allaient réaliser les revues pour répondre à cette question, à ce besoin du ministère de Santé. On va parler de les premières recommandations, comme je vous ai dit, ils sont 24 recommandations. On va parler de recommandations qui sont faites par rapport à la question de recherche, pour définir la question de recherche. La première recommandation, il nous dit d'impliquer les utilisateurs de connaissances, comme je vous ai montré dans la diapo antérieure, dans la diapo de la vraie revue rapide. Je vous ai montré, ils sont vraiment impliqués, les utilisateurs, les personnes qui ont besoin de la revue. On doit aussi élaborer un protocole. Ça, c'est quand on fait la définition de la question de recherche, c'est les deux recommandations qui nous fait la Cochrane pour réaliser la revue rapide. Et après, on doit définir les critères d'éligibilité. On doit les définir de façon très claire. On doit limiter le nombre d'interventions et de comparateurs. On doit limiter le nombre de critères de jugement. Et on doit se concentrer vraiment dans les plus pertinents pour la prise de décision pour la décision qu'on va prendre, pour la décision qu'ils ont besoin de prendre les personnes, dans ce cas de l'exemple qu'on a parlé, les ministères de santé, mais on doit vraiment se concentrer sur ça, sur les critères de jugement les plus importants, les plus pertinents surtout. On doit restreindre la période de recherche. On doit faire bien sûr tout ça avec une justification clinique ou méthodologique. On doit limiter les contextes avec une justification clinique ou méthodologique aussi. Limiter la langue de publication, comme je vous ai dit, normalement on prend l'anglais. Et on prend, je m'imagine que si on le fait, je ne sais pas, admettons, en Amérique latine, peut-être on va dire, on prend aussi les publications en espagnol, ou si on le fait en Chine, on va prendre aussi les publications en chinois. Mais normalement, on se restreint à l'anglais. On doit privilégier l'inclusion des études de haute qualité pertinentes pour la question qu'on se pose. Ici, dans notre exemple, ils se sont posé, ils sont posé la question, ils ont fait la question de recherche. Ils ont choisi comme population les adultes et les enfants dépistés ou suspectés d'être atteints de la COVID-19. Mais la condition, bien sûr, c'était l'infection de la COVID-19. Ils ont choisi un test index, c'était l'inclusion des études évaluant un ou plusieurs tests rapides disponibles commercialement, c'est-à-dire qu'on pouvait les acheter facilement dans ce pays, et que le résultat, c'était disponible en moins d'une heure, utilisé pour le dépistage des individus asymptomatiques ou là où le diagnostic de la COVID-19 était déjà posé, ou c'était des individus symptomatiques. Ils ont choisi aussi un standard de référence, ça veut dire c'était un test, ils ont choisi ici, c'était un test que c'était déjà testé, sur lesquels on connaissait déjà les résultats, mais que là, les résultats, ils étaient plus longs, c'était plus difficile à réaliser, mais ils ont quand même mis ces tests pour comparer les tests. Et ben, les types d'études qu'ils ont réalisées, c'était un essai, ils ont choisi le type d'études qu'ils allaient choisir, c'était les essais contrôlés randomisés et observationnels aussi, que les données, ils étaient disponibles sous forme de tableau 2x2, 2x2. Et ils sont choisis comme critères de jugement la sensibilité et la spécificité des tests antigéniques et moléculaires
rapide pour le dépistage et le diagnostic de la COVID-19. Le protocole, il a été bien enregistré dans Prospero, que c'est très important, c'est une des recommandations, comme je viens de vous montrer, de la Cochrane. Là, maintenant, on va parler des recommandations de la recherche documentaire. Il nous recommande d'impliquer un spécialiste de l'information. Ça, si c'est possible, il y a pour des équipes que c'est possible, il y a dans des autres cas que c'est pas possible, mais c'est bien de le faire, dès que c'est possible, on doit vraiment les impliquer. On doit sélectionner un nombre restreint de bases de données. On doit vraiment choisir, se poser la question sur quelle base on va chercher, on va se baser pour chercher les études. On doit utiliser la checklist de presse. Là, je vous montre après qu'est-ce que ça veut dire presque. Et on va évaluer la nécessité de la recherche d'intégrer la littérature grise ou pas. C'est très important d'évaluer ça. Si on a besoin de l'inclure ou pas, ça dépend des contraintes de temps surtout. Dans notre exemple, ils ont réalisé la recherche documentaire en collaboration avec un documentaliste expérimenté. La stratégie de recherche a été évaluée par un autre documentaliste, ça veut dire quelqu'un l'a réalisé et une autre personne l'a vérifié à l'aide de presse. Ils ont regardé trois bases de données, Base, Medline et Reviews de Cochrane, de la centrale. Et cette recherche a été réalisée le 12 septembre de 2021. Ils ont choisi d'inclure des études primaires publiées entre décembre de 2019 et septembre de 2021. Et la littérature grise n'a pas été recherchée. Les publications, ils ont choisi que les publications disponibles en anglais avec des données exploitables. Et les auteurs, ils n'ont pas été contactés pour des clarifications des résultats. PRESS, comme je vous ai dit, PRESS, c'est une grille d'évaluation utilisée pour vérifier la qualité d'une stratégie de recherche documentaire, notamment dans les revues systématiques ou rapides, c'est spécialisé pour ça. Mais c'est vraiment pour vérifier si la qualité de ces stratégies de recherche documentaire. Ça, c'est PRESS. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans les diapos antérieurs, je vous disais, à chaque fois, on doit le faire à l'aide de la grille de PRESS. Et PRESS, c'est ça, c'est la grille d'évaluation pour vérifier la qualité de l'équation de la stratégie de recherche. Là, maintenant, on va parler des recommandations qui font partie de la sélection d'études. Comme je vous ai déjà dit, c'est très important de savoir, de nous rappeler, c'est que la sélection d'études ici, on l'a fait en une seule étape. Ça veut dire les titres, les résumés, les tests intégrales, on le fait en même temps. Et on doit réaliser, bien sûr, un exercice pilote, c'est très important. Et on doit effectuer un double screening sur une proportion d'études, sur une recommandation, même si des fois ce n'est pas possible. Mais c'est la recommandation Cochrane, c'est de le faire au moins sur une partie en double. Dans notre exemple, ils ont réalisé la sélection d'études donc avec un formulaire de sélection standardisé qui a été utilisé pour les deux niveaux de sélection. Ça veut dire, comme je vous ai dit, les titres, les résumés, les articles del test intégral en même temps. Ils ont réalisé un exercice pilote pour calibrer et tester les formulaires. Et ils ont réalisé ça avec l'ensemble des évaluateurs. Ils ont testé sur 50 références de niveau 1 et 15 articles de niveau 2. De cette façon, ils ont réalisé les exercices pilotes. Mais les décisions, à la fin, comme ça, ils ont testé les pilotes, mais les décisions, ils ont été prises par un seul évaluateur. On va parler maintenant des recommandations qu'ils font par rapport à l'extraction des données. On doit limiter l'extraction des données à données essentielles. On doit tester l'extraction par un exercice pilote aussi. C'est très important les exercices pilotes. Des fois, peut-être les gens ils puissent penser que ça va
nous faire perdre du temps, mais au contraire, ça va nous faire gagner du temps parce que ça va faire, ça va calibrer, ça va tester notre grille d'extraction, notre grille de sélection. Et c'est très important parce qu'après, si on va dans c'est la moitié de la revue systématique, de la revue rapide, et on s'aperçoit qu'en fait, on avait besoin de récolter plus de données ou qu'on se dit, on récolte beaucoup, beaucoup de données et on n'avait pas besoin parce que vraiment, on va pas les utiliser. C'est dommage parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps. Alors que si on teste, on fait un exercice pilote, on va s'apercevoir de toutes ces petites soucis des grilles, des données qu'on doit extraire ou pas, et en amont. C'est pour ça que c'est très important de le réaliser. Ils nous disent aussi de réaliser l'extraction par un seul évaluateur et avec une vérification par une seconde, c'est très important. Tout ça, ce sont les recommandations. Bien sûr, c'est les recommandations. Cochrane, c'est recommandations ce sont des recommandations que, si c'est possible, on doit les suivre. C'est le standard, c'est vraiment, vraiment, on doit essayer de le faire, mais des fois, selon les contraintes des temps, d'argent, de l'urgence, on doit les ajuster avec toute l'équipe. Et aussi, il nous dit d'extraire les données avec les données existantes avec de façon systématique. Dans notre exemple, ils ont réalisé l'extraction des données avec un formulaire d'extraction standardisé. euh, Avec un formulaire d'extraction standardisé pour savoir quel type de données ils allaient être ils allaient extraire, quelles données ils allaient utiliser. Ils ont réalisé l'exercice pilote. Et à la fin de calibrer et tester les formulaires avec l'ensemble des évaluateurs à partir de 5 articles en texte intégral. Mais les décisions, ils ont été prises par un évaluateur et par un vérificateur. Là, ici, les deux personnes qui sont vérifiées, qui ont pris les décisions pour l'extraction des données qu'ils allaient extraire et utiliser. On va parler aussi de la recommandation Cochrane par rapport au risque dévié. Il nous dit d'utiliser des outils validés et adaptés selon les types d'études. Il y a beaucoup d'outils disponibles, mais on doit vérifier lesquels ils sont les plus adaptés à notre donnée et surtout qu'ils soient aussi des outils de très bonne qualité et qu'ils vont évaluer tous les critères qu'on a besoin. Et on doit se concentrer sur les critères de jugement les plus importants. On ne va pas faire pour tout. Et on doit faire l'évaluation par un seul évaluateur et avec la vérification par un second évaluateur. Dans notre exemple, cette étape n'a été pas réalisée. Il était prévu d'évaluer les risques de biais avec l'aide des outils CODAS, du CODACE pour les études incluses, mais par contrainte de temps, par contrainte de beaucoup de choses, et là, ce n'était pas possible de le réaliser. Là maintenant, on va parler des recommandations méthodologiques Cochrane par rapport à la synthèse des résultats. On doit fournir un résumé descriptif des études incluses, des études qu'on inclut. Réaliser une revue, réaliser une synthèse des résultats, envisager une méta-analyse si c'est approprié et si c'est possible. Comme je vous ai dit, ça dépend du temps et si c'est vraiment pertinent selon la question à laquelle on veut répondre. Notre recommandation, on doit adapter la synthèse en cas d'inclusion de revues systématiques. On doit vraiment savoir selon qu'est-ce qu'on inclut. Selon ce qu'on inclut, on doit adapter la synthèse qu'on va réaliser. Dans notre exemple, on va regarder comment ils ont réalisé les résultats. Ils ont réalisé la synthèse des résultats, ils ont réalisé une synthèse descriptive des études incluses. Se sont limités au pays de réalisation et à l'étude et al type de test rapide. Ça veut dire qu'ils ont pris que les pays où ils ont réalisé l'étude
que c'était, enfin, je me rappelle plus, mais c'était 5 pays. Et les types de tests qu'ils testaient, ils ne sont pas tout pris. Ils ont réalisé une méta-analyse en réseau de la précision des tests diagnostiques. Ah, quelque chose que je pense que je ne vous ai pas parlé pour le moment, mais que c'est très important. Dans les revues rapides, surtout quand c'est pour répondre aux besoins d'un organe, pour répondre aux besoins de santé, d'une urgence de santé, c'est très important, c'est très recommandé de réaliser méta-analyse en réseau. Parce que ça nous aide à avoir à potentiel les résultats. Et c'est une recommandation très importante. Et c'est très important de réaliser, de réaliser ça, c'est d'une façon, ouais, ça nous potentialise les résultats. Allez, je vais vous parler de ça. Et là, ils ont estimé la sensibilité et la spécificité de chaque test avec les intervalles de crédibilité de ces résultats. Ils ont ils ont étudié les potentielles sources d'hétérogénéité. Ils ont regardé la hétérogénéité qui était susceptible d'influencer la précision diagnostique. Et ça, ils l'ont fait par analyse par subgroupe, selon le statut symptomatique des patients, s'il était symptomatique ou pas, le type d'échantillon, s'ils ont utilisé la salive ou ils sont faits par prélèvement nasal. Ils ont regardé le type de participants, ça veut dire si c'était le grand public, si c'était les professionnels de santé. Ils ont utilisé les tests moléculaires rapides, c'est les RRT, PCR, les PT isothermiques, les RT LAMP. Ils ont aussi fait une méta-régression par l'âge. La évaluation de la transitivité selon la distribution des facteurs potentiels de la modification de l'effet était réalisée par les différents tests, différentes comparaisons de tests. Et les recommandations pour évaluer la certitude des données probantes, GRADE, il nous recommande d'utiliser cette approche, l'approche GRADE, si possible, limiter l'évaluation de la certitude de l'évaluation de la certitude des données probantes aux interventions principales et aux critères de jugement essentiels. Aussi, il nous dit de faire l'évaluation GRADE par un évaluateur et une vérification pour un second évaluateur. Mais qu'est-ce que c'est GRADE? GRADE, c'est une approche commune, pertinente et transparente pour évaluer l'ensemble des données probantes au niveau des résultats. Pour élaborer GRADE, c'est la façon, je vais vous montrer ça de façon très concrète et très rapide. On n'est pas là pour apprendre GRADE, que c'est quelque chose qui mérite un cours complet. Pour grade, on doit regarder les déterminants de la certitude des données probantes. La première chose qu'on doit faire, c'est établir le niveau initial de la certitude selon le type d'étude. Soit si c'est un essai contrôlé randomisé, la certitude initiale estimée, c'est élevée. Pour les études non randomisées, la certitude, c'est faible, c'est faible, très faible. Après, on regarde les facteurs modifiant le niveau de certitude. Les raisons de considérer, comment on va faire pour considérer la confiance, on doit diminuer la certitude si ça dépend des risques de biais, la incohérence, la indirectivité, l'imprécision et les biais de publication. Ce sont les facteurs qu'on regarde pour réaliser, pour savoir, pour mesurer la certitude des données probantes. Et ça nous augmente la certitude si l'effet il est important selon la relation dose-réponse. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un niveau final de certitude que ça peut être élevé, modéré, faible ou très faible, et ça dépend de cette étape, de cette façon de réalisation. Ça, c'est vraiment juste une façon très rapide de vous montrer au moins
que vous sachiez à peu près qu'est-ce que c'est grade. Ben, ça, cette grade, c'est réalisé avec la grille Groving 1. Et la dernière recommandation, c'est les autres considérations relatives aux meilleures pratiques, c'est les recommandations, des recommandations méthodologiques Cochrane, c'est d'écrire clairement l'approche de revues sélectionnées. On doit conduire uniquement, ça doit être conduit uniquement par des chercheurs expérimentés en revue systématique. Il doit être précédé d'un protocole, comme je vous ai dit, on doit faire le protocole, c'est très important. Là, si on ne le publie pas, ça, c'est une autre question. Normalement, on recommande vraiment tout le temps de le publier pour la transparence, mais même si on ne le publie pas pour des contraintes de temps, on ne le publie pas en amont, il doit être élaboré quand même. Le protocole, il doit être enregistré sur une plateforme accessible au public. Si on réalise des modifications du protocole, il doit être autorisé par l'équipe qu'on a formée pour prendre des décisions. Les modifications, il doit être effectuées a posteriori, il doit être documenté. Toutes les choses qu'on fait, qu'ils s'étaient faites en dehors du protocole, il doit être vraiment bien documenté. Tout ça pour souci de transparence. Et on doit utiliser des logiciels, ou on peut utiliser des logiciels de revue systématique pour optimiser, pour nous aider, pour fluidifier les processus. On doit reporter de façon appropriée. On doit utiliser les prismes P pour réaliser les protocoles, les prismes S pour réaliser la stratégie de recherche et les prismes P pour la réalisation des rapports. Ici, il manque la P. Mais qu'est-ce que c'est Prisma? Prisma, c'est un document de référence qu'il décrit des lignes directrices de rédaction. Il présente une liste de contrôles, ça c'est le plus important. C'est Prisma, à chaque fois que quelqu'un nous dit Prisma, on doit penser à que c'est une grille, une liste de contrôles détaillée de recommandations et de rédaction pour chaque élément de la revue rapide, dans ce cas que c'est aujourd'hui, la revue, qu'on parle de revue rapide. Y pour les revues originales et pour les mises à jour. Ça compte dans les deux cas. Soit pour la première fois qu'on la publie ou qu'on fait des mises à jour, on doit tout le temps regarder et voir si on remplit tous ces critères de la ligne, de la liste de contrôle pour réaliser chaque étape. Il y a des extensions de Prisma. C'est quoi une extension de Prisma? Ce sont plusieurs extensions officielles qui sont élaborées afin de couvrir des aspects qui ne sont pas considérés dans les Prisma de 2020, dans les Prisma général, qui nous aident à la rédaction des rapports et à la déclaration qui sont en dehors du prisme principal. Par exemple, il y a beaucoup. Là, je vous montre les trois que je vous ai, desquels je vous ai parlé avant, c'est pour réaliser le protocole, la stratégie de recherche, la publication des rapports. Mais il y a beaucoup d'extensions Prisma. Et on doit savoir aussi qu'il y a des extensions Prisma en cours de développement. Et pour le moment, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'on doit savoir, c'est qu'il y a un Prisma pour les revues rapides qui est en train de se développer. Mais il y a une dizaine, une quinzaine des autres extensions qui sont en cours de développement. On revient à un autre exemple, de la façon comme ils sont présentés les données. Les résultats préliminaires ont été transmis au ministère canadien. Et après, ils ont réalisé des analyses approfondies et qu'ils sont aussi transmis aux utilisateurs, ça veut dire au ministère de Santé canadien. Ils sont là, la Santé canadienne, l'Agence de santé publique du Canada aussi. Aussi, la Thaïlande et l'Irlande, ils ont participé dans cette étude. Alors, c'est pour ça que ces résultats, les résultats préliminaires, ils ont été aussi transmis à cette entité de santé publique de Thaïlande et au département de santé en Irlande. Et les implications des résultats ont été discutées avec prudence. Et ils ont réalisé un résumé d'une page
qu'il était fourni aux utilisateurs. La présentation des résultats, comme je vous ai dit, ils ont fait un network meta-analyse. Alors, ça c'est la géométrie del network meta-analyse. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais bah, à chaque fois qu'on réalise un network meta-analyse, c'est ça la graphique qu'on réalise. Ce sont les lignes utilisées pour assurer la présentation et la transparence et complète de l'approche méthodologique et des résultats de la recherche. Mais ce sont des autres types différents de prismes qu'on a parlé, que je n'avais pas mentionné avant. Ça, c'est la façon comme ils ont présenté les résultats pour les préliminaires avant de faire l'article final. L'article final, il était dans la première page de l'exemple de la revue, mais ici, on voit aussi la référence. Et après, ils ont réalisé les intervalles, les blocs de la santé des résultats de la neurométa-analyse. Ils ont montré aussi, ils ont fait la comparaison entre les tests antigènes rapides et les tests moléculaires rapides. Ça, c'est la façon où ils ont présenté ces résultats. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Je pense qu'on est bien en temps. Je pense. Et, si vous n'avez pas de questions, et aussi les groupes Cochrane de revue rapide, ils ont réalisé une série de méthodes de revue rapide qu'ils ont publiées, toute cette série, elle est publiée dans les VMJ. Et ils sont bas ici, en bas, il y a les références là où vous pouvez trouver toutes ces séries complètes. Ils sont dizaines ou douzaines de papiers publiés qui font partie de cette série-là. Aujourd'hui, je vais vous parler des plus importants ou des plus pertinents pour la réalisation de revues rapides. Et on va parler, bah, c'est le premier papier, bah, pas le premier, mais un papier qui fait partie de la série. Ce sont les directives provisoires pour la rédaction de revues rapides. Ici aussi, vous avez les liens pour accéder si vous voulez regarder tous les papiers. Cette papier, cette directive nous propose des recommandations intermédiaires pour les reporting de revues rapides. Il introduit une liste préliminaire d'items spécifiques aux revues rapides, constitue une étape préalable au développement de la checklist Prisma ER, parce que là, comme je vous ai dit, ils sont en train de la développer. Alors ça c'est une partie intermédiaire jusqu'à que la Prisma de revue rapide elle va être prêt. Il vise à améliorer la standardisation et la qualité de reporting. Ça, c'est le plus important à retenir de cet papier. Et un autre papier, c'est la guide sur l'utilisation des logiciels d'aide pour réalisation de revues rapides. Il nous propose une vue de l'ensemble et les considérations et recommandations pour l'utilisation des logiciels dans les revues rapides. Il intègre également des recommandations sur les outils disponibles, les outils disponibles, oui. Il nous dit quels critères, comment on doit évaluer les logiciels qu'on va utiliser. On doit regarder si la validité, la utilisabilité et l'accessibilité de ce type de logiciel pour pouvoir les utiliser, pour savoir s'ils sont fiables ou pas. Et on doit regarder dans quel domaine, ils nous disent dans quel domaine sont pertinentes ou pas, sont plus pertinentes, ouais, sont pertinents ou pas ce type de logiciel. Là, on sait qu'ils sont les plus pertinents dans la sélection d'études et dans la gestion des projets, dans la gestion de tout le projet. Un autre papier de cette série, il nous parle, c'est un guide sur les considérations relatives à l'équipe, à la conformation de l'équipe, à comment réaliser la sélection d'études, l'extraction des données et l'évaluation des risques de biais des revues rapides. Il nous propose des considérations et recommandations sur cette quatre thématiques. Il vise à encadrer l'utilisation des raccourcis méthodologiques.
Et il cherche à maintenir un équipe de rigueur, maintenir que tout soit de la bonne qualité. C'est le plus important à retenir de cette papier. Un autre papier nous parle, c'est la guide sur les considérations relatives à la recherche documentée. Et il nous présente une vue de l'ensemble des considérations et recommandations pour comment on doit réaliser la recherche documentée dans les revues rapides. La planification, comment réaliser la planification de la recherche, l'exécution et la gestion des références. Il nous montre comment les équipes ils doivent s'adapter en fonction du type de questions de recherche, du contexte de la revue rapide et des contraintes de temps et des ressources. Il nous parle aussi de l'importance de sélectionner les méthodes et de réaliser les recherches appropriées pour chaque projet qu'on réalise, pour chaque revue rapide. Un autre papier nous parle de l'implication des patients, comme je vous ai dit avant. C'est très important. Là maintenant, on sait que c'est très enrichissant pour les reviews et pour tous les essais, d'inclure les patients et le public dans les différentes étapes de la revue. Et ce papier il nous montre, il souligne l'importance de l'implication des utilisateurs, les patients et le public, les professionnels de santé et les décideurs pour la réalisation de la revue rapide. Il nous fournit des étapes détaillées pour comment impliquer les utilisateurs et comment les impliquer de façon efficace. Il intègre des recommandations spécifiques pour l'implication des patients et il nous propose des stratégies pour le faire. Un autre papier, il nous parle de l'évaluation de la pertinence de réaliser une revue rapide. Pourquoi on doit la réaliser, si c'est pertinent ou si c'est mieux de réaliser un autre type de revue. Il propose les méthodes de comment évaluer la pertinence pour savoir si c'est pertinent ou pas. Il met en avant l'importance du contexte, de la question de recherche et des contraintes liées à la prise de décision rapide. Il identifie les situations appropriées et limite le potentiel de revue rapide. Il nous pose des questions, une sorte de guide pour savoir si on doit les réaliser ou pas, et ça, c'est applicable aux auteurs, aux décideurs. Un autre papier, c'est le guide pour évaluer la certitude des preuves, ça veut dire l'utilisation des grades. Il nous propose des considérations méthodologiques pour l'évaluation de la certitude des preuves dans les revues systématiques. Il nous recommande, nous dit comment utiliser de façon accélérée le système grade, parce que le système grade, des fois, ça peut être une revue systématique, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ici, nous fait des recommandations de comment l'utiliser de façon accélérée. Il vise à maintenir une évaluation structurée malgré les contraintes de temps et il nous dit comment faire pour contribuer à améliorer la qualité et la interprétabilité de ces résultats. Et je ne sais pas si vous avez des questions parce que là, ça va être plus rapide que ce qu'on pensait parce que vous n'avez pas posé des questions. Je vais vous parler là des dernières choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les revues rapides. C'est les recommandations del groupe Cochrane, des méthodes de revues rapides, le groupe Cochrane et revues rapides. Et les recommandations qu'il nous fait, cet papier créé pour le groupe Cochrane de revues rapides il fait une liste de recommandations de comment utiliser, comment intégrer l'intelligence artificielle dans les revues rapides Cochrane. Et il dit qu'il ne doit pas s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour automatiser entièrement une étape d'une revue rapide. Jamais l'intelligence artificielle il doit utiliser à la place d'une personne. Jamais on doit automatiser entièrement. Sinon, c'est pas l'intelligence artificielle toute seule qui va le faire. On doit utiliser l'intelligence artificielle pour assurer la qualité de la réalisation de la revue. On doit assurer la transparence. Au moment qu'on utilise l'intelligence artificielle, déjà, on doit
justifier l'usage et on doit assurer la transparence de cette utilisation. On doit démontrer que l'outil qu'on a sélectionné, l'outil d'intelligence artificielle qu'on a utilisé, respecte la rigueur méthodologique et l'intégrité scientifique de la revue rapide. On doit maintenir la responsabilité des auteurs. C'est pas l'intelligence artificielle qui va être responsable de notre revue, c'est les auteurs qui sont les responsables. Ils sont les responsables de comment ils utilisent l'intelligence artificielle. Ils sont responsables des résultats qu'ils utilisent, qui sont sortis de l'intelligence artificielle. On doit respecter les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Et on doit se conformer au principe de Reis pour la déclaration de la position de Cochrane sur les outils de l'IA pour la synthèse des connaissances. Et je pense, ici, bah, comme je vous ai dit, il y a la liste de références. C'est une liste de références, toutes les références que je vous ai citées aujourd'hui. Ils sont répertoriés dans cette page del groupe Cochrane méthode revue rapide, dans la page publication, ici dans cet onglet publication. Il y a toutes les références que j'utilise aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, mais bah, c'est juste pour vous montrer. Là, vous avez toutes les références et beaucoup plus de références si vous êtes vraiment intéressé pour réaliser une revue rapide, pour savoir comment la réaliser, approfondir sur les choses qu'on a vues aujourd'hui. Vous pouvez le faire, vous pouvez regarder là.